Bah, peut-être merci déjà, Elisabeth, de m'avoir C'est pas invitée. parfait, C'est hein, mais vraiment bon. avec plaisir que je suis venue. Et je tenais à venir, et c'est pour cela que normalement c'était prévu au mois de mars. Mais au mois de mars, je vais partir pour un congé de recherche de 6 mois. Donc je ne serai plus sur le territoire français jusqu'en septembre. Donc voilà. Du coup, effectivement, je suis vénarde. Je vais bien profiter voilà, de mon séjour à Florence. Sinon, juste quelques mots sur le laboratoire que je co-dirige depuis 2008. C'est le laboratoire de Visu, Design visuel et urbain, qui est un laboratoire des sciences de l'information et de la communication. Mais depuis mon arrivée, en réalité, moi je suis arrivée beaucoup plus tôt à Valenciennes. En 2000, j'étais nommée maître de conf et en 2005, j'ai passé mon HDR et j'ai eu le poste de professeur en 2008. Et depuis, je suis arrivée en tant qu'architecte à la base avec un doctorat en sciences de l'information et de la communication. Et donc il fallait que aussi ce côté architecture avec le A majuscule, hein, c'est-à-dire ce n'est pas une question d'échelle, ça va être l'architecture du bâtiment, de l'îlot, de la ville tout entière, devait apparaître, à mon sens, déjà dans l'intitulé du laboratoire pour comprendre un peu de quoi on parlait. Et donc c'est pour cela que le mot urbain finalement apparaît dans l'intitulé, dans l'acronyme du laboratoire, des Visu. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce laboratoire? C'est du design déjà. Alors, mes designs, non pas au sens du design industriel, c'est design au sens de conception et c'est du design de service, c'est-à-dire du design centré sur l'usager. Et on a petit à petit évolué et on est de plus en plus sur un design de l'expérience, l'expérience de vie. Et cette expérience de vie se fait dans un cadre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment elle s'effectue dans le cadre urbain, c'est-à-dire dans la ville, dans l'espace de vie de l'usager, que ce soit son habitat, sa maison, son logement ou la rue, l'espace public. Voilà. Donc finalement, travailler sur la communication signifie travailler sur la réception. On en parlait tout à l'heure. C'est un terme qui est très utilisé. Alors, plus que réception, parce que c'est un terme, je dirais, après les termes évoluent, parce que pour un effet de mode aussi. Hein. On utilise plutôt le terme médiation, médiation architecturale, médiation urbaine, mais finalement, ça veut dire la même chose. Il y en a d'autres qui parleraient de énaction, mais finalement, on retrouve les mêmes principes, c'est-à-dire la relation qui s'établit entre l'usager et son cadre de vie. Et j'ai une approche, en tout cas mon approche est plutôt une approche sémio-pragmatique, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est comment l'individu construit le sens de ce qu'il perçoit et de ce qu'il vit, ce qu'il habite, et comment, à partir de cette construction de sens, il va agir. Et donc c'est pourquoi c'est sémio-pragmatique, parce qu'il y a la construction de sens, mais à partir de là, il y a l'action, l'impact sur l'action du comportement de l'individu, et puis c'est comme une boucle, hein, c'est circulaire, c'est-à-dire qu'il y a des impacts aussi sur l'environnement lui-même. Et donc, concrètement, alors ça c'est plus d'un point de vue de la recherche fondamentale. C'est vraiment cette approche sémio-pragmatique de l'espace, de l'architecture, mais d'un point de vue plus opératoire, plus opérationnel, je traduis ces éléments-là, qui sont issus d'enquêtes, etc., de toute une analyse qualitative, et on va en parler, je vais les traduire, les objectiver, et c'est-à-dire essayer de les rendre quantifiables, mesurables et donc utilisables pour les architectes, pour les décideurs, pour trouver des éléments, des priorités d'intervention et orienter leur choix d'intervention. Je ne sais pas si j'étais claire. Voilà, ça c'est vraiment le cadre dans lequel j'interviens. Donc je suis vraiment à la croisée, si on veut parler en termes de champ disciplinaire, de l'architecture, de la communication et de la sémiotique. Et l'architecture est un objet, l'architecture, quand je dis architecture de la ville, hein, c'est un objet communicationnel par ces 3 dimensions, parce qu'il y a la dimension technique, donc en tant que dispositif, il y a la dimension
social, il y a un impact sur l'individu et les groupes sociaux, et il y a la dimension sémiotique ou sémantique, c'est-à-dire le sens. Et quand un chercheur travaille sur au moins deux de ces trois dimensions, on est en sciences de l'information et de la communication. Parce que souvent, par exemple, on dit oui, mais alors quelle est la différence avec la sociologie, par exemple? Parce qu'il y a du social aussi, il y a un impact social. Ben, la sociologie s'occupe déjà plutôt du groupe et de l'effet du groupe, de l'impact sur un groupe social, tandis que nous, on travaille plutôt sur l'individu. D'accord? Donc c'est vraiment plus l'individuel qui nous intéresse. Mais bien évidemment, c'est comme c'est dans la systémique, hein, ça a un impact aussi sur le groupe duquel il fait partie, et vice-versa, lui, il est impacté par le groupe et par les codes socioculturels qui sont partagés par le groupe d'appartenance. Voilà. Donc, je ne sais pas, je pense que j'ai un peu expliqué les critères. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai pensé de faire aujourd'hui. J'espère que ça va correspondre un peu à vos attentes. Je me suis posé la question, l'objectivité, parce que c'est vrai qu'il y a toujours un peu la bagarre entre les sciences dures et les sciences humaines. Et alors, ce que mes doctorants me demandent à chaque fois, mais ils ne se retrouvent pas entre les méthodes déductives, inductives, les données qualitatives et quantitatives, et les méthodes qualitatives et quantitatives, et ils mélangent tout. Alors, moi, j'ai dit, bon, je vais faire une chose, je vais faire un peu de nettoyage, et je vais donner vraiment les principes, les deux courants, le positivisme, le constructivisme, mais vous verrez de manière vraiment très schématique. Parce que le but, c'est de comprendre que vous pouvez utiliser des données qualitatives et quantitatives à la fois, que ce soit dans des démarches quantitatives ou dans des démarches qualitatives. Je vais vous expliquer tout cela. J'espère que ça va être simple. Donc la question en réalité que je me pose, c'est l'objectivité. De quelle objectivité parle-t-on? De l'objectivité du chercheur, c'est-à-dire du positionnement du chercheur par rapport à son objet d'étude. Comment il va recueillir et traiter les données. Et c'est là qu'il va être plus ou moins objectif, plus ou moins subjectif dans sa démarche. Donc du coup, les questions auxquelles je vais essayer de répondre aujourd'hui sont les deux questions suivantes. Comment le recueil et le traitement des données influencent-elles la manière dont le chercheur construit les faits? C'est-à-dire, c'est là qu'on va voir quelles sont les limites de l'objectivité, et on verra que tout dépend aussi du champ disciplinaire d'appartenance qui vont orienter la manière dont le chercheur va recueillir et va traiter les différentes données, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives, peu importe. Je vous ferai des exemples par la suite. Et la deuxième question est, aujourd'hui, à l'aune de tout ce qui est numérique, transition, etc., les gros tournants du numérique, quel est l'impact des outils numériques sur les pratiques du chercheur? En d'autres termes, en quoi le fait d'avoir recours au numérique va changer la manière dont le chercheur va recueillir les données et il va les traiter. Et donc, la manière dont il va construire finalement son objet d'étude et va trouver, apporter des solutions. Donc, la question finalement globale, c'est, je reviens, quelle est la posture du chercheur, quel est son positionnement? Est-ce que c'est une posture de distance, de distanciation ou d'engagement? Est-ce que c'est de l'objectivité ou c'est de la subjectivité? Mais, alors, j'ai pris une métaphore, c'est pas tellement une métaphore, mais en tout cas, pour vraiment essayer de comprendre que pour moi, ce n'est pas possible d'être complètement dans l'un ou complètement dans l'autre. Un chercheur, pour moi, et j'assume ce que je dis, est forcément dans une position hybride entre la distance et l'engagement. Je vais vous montrer pourquoi, surtout en architecture. Alors, distance, pardon, je suis revenue. Alors, je prends la métaphore de la photo aérienne. On a une vision d'ensemble
de la ville. Donc là, on est dans la distance, on prend du recul, on prend de la distance. Et on voit les plans, on voit les vides, on voit les espaces verts, les jardins, les axes, la trame des voies, les îlots, mais on voit aussi la relation entre tous ces éléments différents. Donc la distance nous permet d'avoir un regard global, complexe, d'ensemble des choses. Mais cette distance qu'on a, elle ne peut pas être comme ça absolue, parce qu'en réalité, un chercheur, il vit une ville, il habite, il déambule, donc il est à l'intérieur. Et il n'est pas seulement à l'extérieur, il n'y a pas seulement cette distance, il est aussi dedans. Et alors il y a je pense que vous connaissez Gordon Cullen, qui écrit une chose, bon c'est écrit en anglais, je vous le lis, après si vous voulez je le traduis. Although the pedestrian walks through the town at a uniform speed, the scenery of towns is often revealed in a series of jerks or revelations. C'est-à-dire, même si, bien que le piéton traverse la ville à une vitesse constante, les images de la ville sont le résultat de révélations, d'une série d'images saccadées ou de révélations. Donc finalement, l'appréhension de la ville, dès l'intérieur, se fait par éléments, par touches ponctuelles, par saccades d'images. Je me déplace et j'ai des saccades d'images. Et donc, finalement, le regard du chercheur est un peu comme le regard de l'habitant de la ville qui est entre les deux. C'est-à-dire, on a cette position de distance, on voit l'ensemble, et on est à l'intérieur et on voit les détails, on voit les éléments. Et donc, quand vous avez un objet de recherche sur lequel travailler, tout dépend quel est votre objectif. Et c'est à partir de l'objectif et de votre problématique de recherche que vous allez déterminer le positionnement que vous aurez face à cet objet. Est-ce que c'est mieux d'avoir de la distance parce qu'il vous faut un regard global, ou est-ce qu'il est nécessaire d'aller en profondeur? Et parfois, les deux sont nécessaires. Vous me dites si je dois m'arrêter ou si les choses ne sont pas claires. Hein. Mon voisin dit qu'il reconnaît ma aussi. Oui, c'est moi qui ai fait les croquis parce que ça fait partie justement, ça j'ai repris une planche de ma thèse. Ma thèse était sur l'image de la ville, mais l'image mentale de la ville. Donc l'interrogation était comment cette image se construit dans l'esprit des habitants de la ville. Hein, je m'étais focalisée sur les habitants qui ont un usage quotidien, continu, et qui ont une connaissance, parce qu'il y a aussi une mémoire derrière. Et donc j'avais commencé moi-même, pour connaître la ville déjà, à me promener, à essayer de dessiner, parce que le dessin c'est un outil de connaissance, et ça m'a permis comme ça de connaître la ville, parce que c'est une ville qui est assez fragmentée d'un point de vue identitaire, hein, parce que c'est une ville qui a été détruite, qui a beaucoup souffert pendant les guerres, et donc il reste très peu d'un passé qui était un passé magnifique, parce qu'elle était appelée l'Athènes du Nord, hein, donc il y a des artistes très connus, Pater, Vater, Sali, qu'il y a d'autres, Carpo, hein, j'ai oublié l'un des plus grands, Carpo, etc. Donc voilà, donc ça c'était effectivement un dessin que j'avais fait pendant la thèse. Donc du coup, vous voyez, moi je trouve que c'est impossible de dire, même si après dans les champs disciplinaires, si on est en sciences dures, on dit qu'on adopte plutôt une position distanciée, et si on est en sciences humaines, on est plutôt dans l'engagement. Mais pour moi, l'un n'exclut pas forcément l'autre. On peut être dans une position hybride. Et j'aime bien les deux termes, même si après il faudrait creuser, peut-être aujourd'hui on n'a pas le temps, mais je vous invite à les regarder, de Bourdieu, qui parle d'objectivation participante. En réalité, les deux termes ne pourraient pas coller ensemble, mais et pareil pour Nathalie Hennig, qui dit neutralité engagée. Voilà. Donc il y a à la fois cette objectivité, cette subjectivité, et je trouve que c'est intéressant ces deux termes-là. Donc pour moi, ce qu'il faut, c'est plutôt d'arriver à déterminer d'un point de vue scientifique quelles sont les limites entre ces deux termes, entre ces deux positionnements. Donc quelle est finalement, je dirais comme ça,
l'idée, c'est d'intégrer la rigueur de l'approche positiviste à la vision phénoménologique. Alors, je vais m'expliquer, parce que là, j'introduis deux termes nouveaux par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'approche positiviste et l'approche phénoménologique. Je suis sûre que c'est des choses que vous connaissez, hein, mais j'ai préféré quand même, vraiment, c'est adressé surtout aux doctorants, les structurer de manière un peu plus simplifiée peut-être, pour éviter la confusion qui parfois se génère au moment où, c'est-à-dire qu'on pense d'avoir les idées claires et puis au moment où on doit adopter une méthode, où on doit expliquer quelle est sa propre posture méthodologique, on ne sait pas le faire. Et donc voilà, on va voir ces deux choses. Alors il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, et je dis jusqu'à aujourd'hui parce que les choses sont en train quand même de changer. Aujourd'hui on parle beaucoup d'interdisciplinarité, ce qui va changer complètement non seulement la posture épistémologique, c'est-à-dire la référence aux sciences et à la connaissance, mais aussi la posture méthodologique du chercheur. Donc d'un côté, jusqu'à aujourd'hui, il y avait il y a deux courants, comment on peut dire, deux thèses, voilà, qui sont à la base, qui ont été à la base de la pensée scientifique jusqu'à aujourd'hui. La première considère qu'il n'existe pas de relation entre le sujet et l'objet, c'est-à-dire entre le chercheur et son objet d'étude. C'est-à-dire que, j'ai écrit quelque chose comme ça, c'est plus facile de suivre, que les faits qui découlent exclusivement de l'observation et de l'expérimentation peuvent être analysés de façon neutre et objective. Ça relève du courant appelé positivisme. Et l'expérience, la répétition de l'expérience, le fait de la mettre en place continuellement et la quantification des données vont amener le chercheur qui fait partie de ce courant à établir des lois de portée générale. D'un autre côté, l'autre thèse est celle, au contraire, par rapport à la précédente, qui insiste sur l'idée que la réalité n'est jamais extérieure au sujet qu'il examine. Et donc, il existe une relation entre le sujet et l'objet. Et cette orientation relève du courant que l'on qualifie de phénoménologique. C'est la phénoménologie. En général, on oppose aussi positivisme et constructivisme. Mais je vais vous expliquer donc qu'est-ce que la phénoménologie. La phénoménologie, j'aime bien l'expression de Husserl, qui dit c'est une rupture avec la familiarité des choses. Ce que ça veut dire qu'on a le phénomène qui existe, mais quand il nous est familier, on ne l'approfondit pas, on ne va pas au-delà de l'apparence, on ne va pas chercher le sens des choses. Et la phénoménologie, c'est exactement ça, c'est le fait d'avoir une rupture avec cette familiarité, donc d'aller au-delà, de s'interroger au-delà de l'apparence, qu'est-ce qu'il y a, quel est le sens. Donc, elle va tenter, la phénoménologie, de comprendre ce qui se manifeste spontanément à nous et va en deçà de ce phénomène. D'ailleurs, Merleau-Ponty, qui est considéré un des initiateurs de la phénoménologie, dit que ce retour au phénomène initiaux ne peut pas se faire sans une création, sans une construction. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on utilise aussi le terme de constructivisme. Donc souvent, vous trouvez l'opposition entre positivisme et constructivisme. D'accord ? Et alors déjà, vous voyez, avec le positivisme, l'objectif est d'arriver à déterminer des lois de portée générale. Avec le constructivisme, on est sur des phénomènes singuliers qui dépendent de la perception parce qu'ils sont liés à l'expérience de l'individu. Okay ? L'expérience du phénomène faite par l'individu. Et c'est une expérience, j'écris des articles là-dessus parce que ça m'intéresse justement, cette mise en relation entre l'individu et le réel, et qui se fait par l'expérience, mais qui est une expérience sensible.
pas seulement sensoriel, c'est-à-dire basé sur les sens, le toucher, l'ouïe, l'odorat, etc., mais aussi, kinesthésie aussi, hein, le mouvement, le déplacement, mais moi je pense plutôt sensible parce qu'il y a aussi de l'émotionnel, il y a de l'affectif, hein, ça va au-delà des simples sens canoniques. Et donc, c'est le chercheur qui construit la réalité, d'où ce terme, comme je vous disais, de constructivisme. Alors, chacun de ces courants caractérise des disciplines différentes, parce que quand on parle de positivisme, on fait référence plutôt à des sciences exactes. Et quand on parle de constructivisme, on parle de sciences humaines et sociales. Donc, la différence vraiment à comprendre, c'est que quand vous êtes en sciences exactes, sciences dures, le but c'est d'interpréter, d'expérimenter les choses. En sciences humaines, vous êtes en train de les comprendre, tout simplement. Non, vous n'êtes pas en train de les expérimenter, de les valider, de les quantifier. Vous êtes en train simplement de comprendre un processus. Okay? Vous êtes dans la compréhension. C'est ça qui différencie les deux. Et parfois, les étudiants en sciences humaines ont du mal à comprendre que quand on est en sciences humaines, on n'a pas besoin d'arriver à des résultats. C'est-à-dire, ce n'est pas les mêmes résultats qu'on s'attend en sciences exactes. Hein. Ce n'est pas des résultats forcément quantitatifs. Et là, vous êtes en architecture. En architecture, on est en sciences humaines. Mais on peut être interdisciplinaire et avoir aussi des approches plus sciences exactes qui peuvent permettre d'apporter des éléments ultérieurs à notre connaissance. Sauf si vous travaillez bien évidemment en résistance des matériaux, des trucs comme ça, là effectivement vous êtes en sciences exactes. Donc finalement, pour le positivisme, sciences exactes, vous êtes sur les explications causales, c'est-à-dire que vous essayez chaque fois de trouver la cause. Hein, la cause, et donc c'est à partir de cette cause qu'on peut en faire des lois générales. Tandis que d'un autre côté, les sciences humaines prennent en compte la complexité des phénomènes et qu'ils ne les simplifient pas. Parce que vous voyez, c'est ça aussi, cette dichotomie, simplification d'un côté, pour pouvoir arriver à déterminer les causes et puis dégager des lois générales, et d'un autre côté, c'est prendre en compte la complexité, l'humain est complexe, l'architecture est un produit humain. Hein, quand vous travaillez sur l'architecture, vous ne travaillez pas simplement sur des pierres, vous ne travaillez pas simplement sur des formes. Ces formes vous disent quelque chose, elles sont le résultat de quelque chose, elles produisent de la mémoire, de l'affect, des émotions, etc. Donc il y a ce caractère plus empathique de l'architecture, du lien entre l'architecture et l'individu. Hein. Ce n'est pas juste l'objet, sa matérialité. Donc, en général, quand on travaille en sciences exactes, on est sur une recherche quantitative. Et là, vous voyez, petit à petit, on va s'approcher des méthodologies. Donc, recherche quantitative d'un côté, et pour les sciences humaines, on est sur la recherche qualitative. On n'a pas encore introduit les données, mais après, on va venir. Et donc, recherche quantitative, recherche qualitative. Ici, j'ai repris un tableau de Van Rooyen de 2007. Il y a un article, je pense, qui est accessible en ligne, donc si vous cherchez, je pense que vous allez tomber dessus, qui fait cette distinction entre la recherche quantitative et la recherche qualitative. Et vous voyez, alors, si on regarde à gauche, donc recherche quantitative, ce sont des questions plutôt techniques. On essaie de mesurer. Hein, c'est le terme, le mot-clé, c'est le verbe, c'est mesurer. Par contre, en recherche qualitative, on va essayer de comprendre. On essaie de comprendre la signification des choses. On ne va pas mesurer. Quoique, on peut aussi mesurer l'émotion. Mais on peut en parler après, si vous voulez. C'est-à-dire, les choses ne sont jamais si binaires
qu'elles ont l'air. Donc là, je fais vraiment une simplification, et donc je suis obligée de prendre des raccourcis, mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que cela, parce que parfois, il y a justement, comme je disais avant, des hybridations. Donc, l'idée, c'est qu'en sciences exactes, on va chercher les relations causales entre des variables qui sont mesurables. On va tester des hypothèses pour dégager les lois de portée générale. Et donc, on adopte une démarche déductive. La démarche déductive, ça veut dire top-down. Tandis qu'en recherche qualitative, on va essayer, comme je vous disais, de comprendre les phénomènes. Mais un phénomène, on peut le comprendre quand on ne va pas l'isoler de son contexte. En sciences exactes, en général, on va isoler les choses du contexte parce qu'on va expérimenter. Ça veut dire que souvent, on fait des tests en laboratoire. Et vous savez comment ça se passe. Peu importe quelle est la discipline à laquelle vous pensez en sciences exactes, on a un laboratoire, donc on isole un phénomène pour pouvoir l'étudier et on va modifier une variable, en général la variable indépendante, pour voir quel est l'impact sur des autres variables. Voyez. Sauf qu'en sciences humaines, cette variable, parce qu'on peut faire des méthodes semi ou quasi quantitatives, mais la variable est la variable humaine, donc on n'arrive pas à la maîtriser, on ne peut pas contrôler. Et surtout, l'humain, il fait partie d'un contexte, il est influencé par ce contexte. On ne peut pas le couper comme ça de tout son environnement. Donc ça, c'est important, le fait de contextualiser les choses. Parce que vous voyez même la différence. Moi, j'ai une approche sémiotique, je vous ai dit tout à l'heure. Mais la sémiotique, c'est quoi? La sémiotique, c'est l'étude du sens, de la signification des choses. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais emprunter des concepts à la sémiotique, mais qui sont des concepts déjà faits, déjà préparés. Comme ça, je n'ai pas besoin d'aller expliquer des choses, parce que quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Mais après, je suis en communication. Et la communication me permet d'avoir ce regard pragmatique, c'est-à-dire de contextualiser la signification des choses et donc de les appliquer dans un contexte particulier et de rendre opératoires les concepts de la sémiotique. Je ne sais pas si je suis claire. Vous voyez. Donc, les deux démarches, parce que j'ai remarqué que, en tout cas, mes étudiants, je ne sais pas pourquoi, souvent ils faisaient la confusion entre démarche déductive et démarche inductive. Alors, ce n'est pas compliqué. Regardez, démarche déductive, top-down. C'est-à-dire, on part de généralités, il y a des principes, il y a des règles, il y a des concepts, et puis on va les appliquer à un contexte pour pouvoir expérimenter. D'accord? Et c'est là qu'on va les valider, on va valider ces lois. D'un autre côté, on a la démarche inductive, et c'est celle qu'on utilise en général en sciences humaines. C'est-à-dire là, c'est bottom-up, du bas vers le haut, c'est-à-dire on part d'une observation, d'un phénomène, d'un cas particulier, d'une analyse, et puis à partir de là, on commence à élaborer des hypothèses. D'accord? On les crée, ces hypothèses, on crée des principes et on peut arriver à formuler même des nouveaux concepts, des nouvelles règles, etc. Ça va? Mais quelle que soit la démarche, c'est là que maintenant ça va se compliquer, on ajoute une couche. Quelle que soit la démarche, parce que vous avez bien compris que d'un côté c'est des recherches quantitatives, parce qu'on essaye de mesurer, ça c'est une démarche quantitative. Après, il y a les données quantitatives et les données qualitatives. Mais que j'adopte une recherche, que j'ai une approche quantitative ou une approche qualitative, je peux utiliser les deux typologies de données, quantitatives et qualitatives. Mais vous inquiétez pas, je vais vous faire un exemple après, très visuel. Alors, déjà, par ce schéma, je vais faire une synthèse. Donc, vous avez votre sujet de thèse. Déjà, vous savez, Mauger dit la vue doit au point de vue. Donc, effectivement, déjà, il faut se positionner. Quel est votre point de vue? Ou en tout cas, vous prenez le point de vue de qui? Est-ce que vous faites votre recherche en tant que concepteur? Est-ce que vous le faites en tant que récepteur? Ce n'est pas la même chose. Et donc, l'approche que vous aurez ne sera pas la même. Alors, vous avez votre thème de recherche, vous développez votre question de recherche. Selon, bien évidemment, votre champ disciplinaire, votre directeur de thèse, etc., etc. D'accord? Vous orientez les choses, vous formulez votre problématique.
La question de recherche, finalement, c'est la problématique. Et c'est la problématique qui va déterminer la méthodologie et qui va déterminer votre positionnement épistémologique. C'est pas l'inverse. D'accord? C'est-à-dire que la même problématique, en tout cas, selon le champ disciplinaire, une même question de recherche, selon la manière dont elle est formulée, va vous amener à vous appuyer plutôt sur des théories ou sur d'autres théories. Ça, c'est les positionnements épistémologiques et théoriques. Et à partir des théories sur lesquelles vous vous appuyez, vous choisirez là où les méthodologies nécessaires. Alors, par exemple, si on reste sur cette dichotomie positivisme-constructivisme, vous avez les méthodologies quantitatives, les méthodologies objectives, si on peut dire comme ça, celles des sciences exactes. Et de manière séquentielle, sont toutes les méthodologies nomothétiques, c'est-à-dire celles qui font référence à des lois précises, qui sont vérifiables, qui sont mesurables. Et de manière séquentielle, on peut avoir la méthodologie descriptive, c'est-à-dire qu'on va décrire un phénomène, mais on va le décrire pour en tirer des pourcentages, pour en tirer des chiffres, des nombres, des quantités, pour savoir si un phénomène est diffus ou pas. D'accord? Ça se fait en médecine, les maladies, je sais pas. Voilà. Ça c'est. Après, analytique, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver des corrélations entre ces variables. Vous voyez, on est toujours dans la mesure, on est toujours dans le quantitatif. Troisième, c'est l'expérimental, c'est la phase vraiment de l'expérimentation, c'est-à-dire là, on va remplacer une variable avec une autre variable, on va voir ce qui se passe. Concrètement, je suis dans mon laboratoire, j'ai un matériau, je pars du béton, je vais voir sa résistance, une fois que je le roule dans le gaufrage, je vais le vibrer à une certaine vitesse, etc. Et je vois que il se tasse pas bien, le squelette se tasse au fond, il y a des problèmes de ressuage, vous savez, de remontée en réalité des fissurations dues à ce phénomène de retrait. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer un paramètre, je vais ajouter de l'eau, je vais humidifier, je vais faire autre chose et je vais voir ce qui se passe. Ça, c'est une mesure. Je peux mesurer, je peux voir effectivement le résultat. D'un autre côté, alors donc ça, on est sur les méthodes quantitatives. Okay? D'un autre côté, ah oui, attendez, on va de l'autre côté comme ça. De l'autre côté, on a toutes les démarches herméneutiques, c'est-à-dire celles qui s'appuient sur l'interprétation, sur la signification des choses, sur la compréhension. On les appelle aussi des méthodes compréhensives. Donc si vous entendez ce terme, c'est exactement la même chose. Et là, la liste n'est pas exhaustive, mais vous avez justement l'approche phénoménologique, on en a parlé tout à l'heure, ethnographique. Alors souvent on l'utilise même sans le savoir, c'est-à-dire qu'on a une immersion dans le contexte et c'est ce qu'on appelle aussi une observation participante à travers des méthodes d'enquête ou de l'observation de ce qui se passe et puis le fait de relater. Après, il peut y avoir différentes méthodes, mais ça relève justement de la démarche ethnographique. Ou encore une approche sémiotique, par exemple. Mais vous voyez, la sémiotique n'est pas contextualisée, en tout cas la sémiotique structurale, celle du début, celle de Greimas, etc. On travaille vraiment sur des schémas théoriques qui permettent de déterminer le sens des choses. Mais après, moi, ça ne me satisfait pas ça. C'est-à-dire que j'aime bien faire des passages, des allers-retours entre la théorie et la pratique et revenir à la théorie et reformuler des concepts et les manipuler de différentes façons. Voilà. Et là, on est donc dans les méthodes qualitatives. Donc, vous voyez, là, on est sur les méthodes. Maintenant, si on vient aux données, parce que ces méthodes nous permettent en réalité de faire quoi? De recueillir, de traiter les données et de dépouiller les résultats, donc d'apporter une solution à partir des données qu'on a recueillies et traitées. Pour recueillir ces données, la première chose à faire, c'est mais auprès de qui? Quelles sont les sources? Où on va les chercher, ces données? En général, en sciences exactes, on ne se pose pas trop cette question. D'accord? On ne se pose pas parce qu'on est sur le grand nombre. Alors, on fait bien sûr des échantillonnages,
mais sont plutôt, alors il y a deux manières de faire l'échantillonnage en sciences exactes, c'est empirique ou aléatoire, sans s'attarder sur ça, parce que je veux dire, c'est pas votre méthode, en tout cas je pense pas. On est sur, par exemple, vous avez une population mère, ça s'appelle une population mère, et vous appliquez la méthode de Dakota. Alors, vous voulez savoir, je ne sais pas, combien d'habitants préfèrent le jaune ou préfèrent la brique plutôt que le béton. Il faut choisir un échantillon qui soit représentatif, avec des hommes et des femmes. Et donc, par rapport, vous faites l'enquête sur Paris. À Paris, il y a, je ne sais pas combien, 8 millions d'habitants. Sur les 8 millions, il y en a 4 millions sont des hommes et 6 des hommes et 2 des femmes. Bah, par rapport à ça, de manière proportionnelle, vous allez interviewer 100 personnes, 60 sera des hommes et 40 des femmes. Vous voyez, c'est ça la méthode de Dakota. Tout est scientifiquement, rigoureusement établi de manière mathématique. Et le recueil de données se fait par sondage, c'est-à-dire par le grand nombre. On va interviewer 100, 200, 1000 personnes. On le fait en général, entre guillemets, sans contact. C'est-à-dire, on envoie des questionnaires, on le fait par courrier, on le fait, voilà, avec des méthodes qui servent, c'est des méthodes statistiques, finalement, qui servent à recueillir toutes ces données, donc quantitativement, à faire du chiffre, du nombre. Et puis, le traitement est un traitement statistique, parce qu'on va voir combien de personnes ont répondu telle ou telle chose, combien ont répondu telle ou telle autre chose. Si on va de l'autre côté, c'est-à-dire de notre côté, comment se fait la définition de l'échantillon? Alors là, on change complètement, parce qu'on n'est plus sur le grand nombre, mais on doit interviewer beaucoup moins de personnes. Et vous savez, il y a Griffin et Hauser qui ont fait une étude, et il n'y a pas de tableau, mais qui démontre, imaginez que je fasse une courbe comme ça, donc il y a ça un c'est... tableau derrière l'écran. Le tout est de savoir s'il y a des feutres. Non, mais c'est pas grave, sinon c'est... Ah si, là il y a des feutres, mais je sais pas si c'est... Oui, whiteboard. Yes. Juste une seconde, parce que c'est important quand même quand vous faites... Attends, voilà. Normalement, non, mais sinon je... Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais regardez, je fais un truc tout petit, vous inquiétez pas. Non, laisse. Je vais chercher un... Non, laisse Elisabeth, je vais le faire comme ça ici dessus. À droite, il y a une colonne grise à droite. Non, Ici? Oui, mais c'est le non, mur. à l'extrême c'est droite. le mur. À l'extrême droite, là. Là, tu veux Du dire côté d'Elisabeth. là. Ici, là. Yes. À une colonne grise, oui. Tout ça pour ça, parce que j'ai juste un truc à faire. Hein. Donc, il y a un schéma qui est fait par Griffin et Hauser qui démontre que le pourcentage de réponses, donc le pourcentage de réponses, c'est quand vous interviewez entre 20 et 30 personnes maximum, mettons 25 à peu près, d'accord, 25 personnes, hein, vous voyez que l'apport d'informations reste constant, c'est-à-dire ça n'augmente pas. Je ne sais pas si c'est clair sur le graphique. Vous voyez ce que je veux dire? Si je continue à interviewer des personnes, les informations qu'ils vont me donner, elles ne sont pas significatives. Ça ne va pas me donner plus d'informations que celles que j'ai déjà. Vous voyez? Donc ça veut dire que vous, en sciences humaines, on peut interviewer un très petit échantillon, parce que ça, pour les statistiques, c'est un très petit échantillon. Par contre, pour le faire, il faut que sur les 25, 26, eux ils disent 26 personnes, il faut que ces 26 personnes soient vraiment représentatives. C'est-à-dire, par rapport à l'étude, à l'objectif, à la problématique de recherche, à tout ça, il faut que, par exemple, il y ait autant d'hommes, autant de femmes, autant de salariés, autant de chômage, etc. Alors, juste un exemple, parce que ce n'est pas juste ces données-là, hein, ces critères-là. Je vous disais, j'ai travaillé sur l'image de la ville. Mais l'image de la ville peut changer par rapport au temps de résidence dans cette ville. C'est-à-dire que pour ceux qui sont nés et qui ont vécu toute leur vie dans cette ville, l'image ne sera pas la même que pour ceux qui arrivent ou sont arrivés depuis 2 ans ou 3 ans ou depuis quelques mois. L'image ne sera pas la même pour des étudiants qui sont de passage et des étudiants qui ont toujours vécu dans cette ville. Vous voyez, l'approche n'est pas la même. Et donc, peut-être que parmi les critères pour choisir l'échantillon,
il y aura aussi la durée de résidence. Voyez, il y aura le quartier de résidence. Si vous habitez en banlieue et on vous demande quelle est votre image du centre-ville, vous n'aurez pas la même image que si vous vivez directement dans le centre-ville. Donc aussi le quartier de résidence peut être etc., etc. Donc c'est à vous de construire, et ça c'est vraiment, c'est le premier pas pour avoir de la rigueur scientifique et pour faire en sorte que les résultats sont le plus objectifs ou objectivables possible. D'accord? Donc c'était juste ça. Je reviens à ça. Donc là, la question de l'échantillonnage est très importante parce que si les personnes sont représentatives, vous aurez une idée globale de ce qu'ils pensent par rapport à votre sujet, quel qu'il soit. Deuxième chose, c'est le recueil de données. Alors, pour les méthodes qualitatives, en termes de recueil de données, vous pouvez le faire de deux manières, ou à travers des entretiens. Alors, on dit toutes les méthodes d'enquête, les techniques, on les appelle des techniques d'enquête. En réalité, les questionnaires rentrent plutôt dans les choses quantitatives. Mais tout dépend de comment vous faites les questionnaires. Si vous faites un questionnaire à réponse fermée, c'est plutôt du quantitatif. D'accord? Mais si vous faites des questionnaires à réponse ouverte ou à réponse multiple, à choix multiple, etc., et puis ça dépend aussi comment vous traitez les résultats, je vais vous faire un exemple, là on est plutôt dans le qualitatif. Mais une méthode, des techniques d'enquête qui est sûrement qualitative, c'est l'entretien. L'entretien, semi-directif ou directif, quel qu'il soit, vous connaissez un peu les différences entre... L'entretien, c'est vous allez voir les gens, vous faites votre échantillon. Normalement, c'est une phase préalable, c'est une phase exploratoire qui permet un peu d'orienter après le questionnaire et après vous construisez le questionnaire. Donc l'entretien, vous voyez la personne et puis vous dites voilà, moi je veux savoir qu'est-ce que Catherine pense du nouveau bâtiment qui est en face. Et vous laissez parler la personne, d'accord? Alors, il y a des entretiens, normalement on fait semi-directif, c'est-à-dire qu'on essaie quand même de baliser le terrain, mais sans trop influencer les réponses. Donc on laisse libre, mais on recadre à chaque fois si, par exemple, elle commence à me parler du chien qui est malade, voilà. Donc, qui n'a rien à voir. On essaie de recadrer. Et donc, une fois on note ce qu'on appelle les verbatims. Et puis après, alors, comment on va analyser ces verbatims? Donc, vous voyez, méthode qualitative de recueil de données. Maintenant, les données sont du type qualitatif. Bonjour, je vous en prie. Donc, le recueil est qualitatif. Maintenant, le traitement. Comment on peut traiter ces données? Là, on peut les traiter avec une méthode quantitative ou avec une méthode qualitative. Vous voyez, les données sont qualitatives, c'est du texte. Mais on peut les traiter avec une méthode quantitative ou une méthode qualitative. Méthode quantitative, analyse de texte. Analyse textuelle faite avec un logiciel qui va indexer les mots. C'est-à-dire, il va calculer les occurrences. Combien de fois le mot mur apparaît. D'accord? Mais on ne va pas au-delà du sens. C'est-à-dire qu'après, le mot mur peut être aussi dans un contexte qui n'a rien à voir. D'accord? Donc, cette méthode, elle est bien. Elle sert à déterminer combien de fois les gens ont dit le même mot. Donc, c'est ce qu'on appelle une analyse textuelle quantitative. Le même texte, les mêmes verbatims, on peut les analyser de manière qualitative. C'est-à-dire que là, on fera plutôt une analyse, par exemple, d'analogie sémantique. On prend les phrases, et les phrases qui ont le même sens, on va les mettre ensemble. Normalement, c'est un travail, on commence à avoir des logiciels, mais c'est un travail manuel. En tout cas, moi, j'ai toujours fait de manière manuelle. Je prends des post-it, et sur les post-it, je prends les post-it jaunes, je vais mettre toutes les phrases qui ont le même sens, même si elles utilisent des mots différents. Parce que justement, c'est ça la variété de la langue, c'est ça l'analyse sémantique. On va analyser le contenu, la signification des phrases, et on va regrouper
par analogie toutes ces phrases, et puis donc on arrive à déterminer des classes d'attente, et puis après, là c'est la phase exploratoire. Donc vous voyez, les données qui étaient qualitatives, parce que c'était du texte, on peut l'analyser, le traiter, à la fois d'un point de vue avec une méthode quantitative, donc un logiciel qui va indexer, ou avec une méthode qualitative qui est une analyse sémantique de la signification, etc. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire que dans le premier cas, on retrouve des chiffres, dans le deuxième cas, on va se retrouver avec des mots, des mots-clés, voilà, qui ont un sens. Et bien, tout dépend de qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez en faire, quels sont les résultats que vous attendez. Et rien n'empêche de lier les deux, de croiser les deux. Moi, je suis plutôt pour ça, parce que c'est un peu ce qu'on appelle aussi la méthode de la triangulation, c'est-à-dire ça permet, à travers plusieurs méthodes, de vérifier la validité et la fiabilité de ce que vous avez trouvé. Voilà, je ne sais pas si j'étais claire dans ce schéma, mais c'est vraiment pour bien faire comprendre la différence entre méthode qualitative et quantitative, c'est une chose, et données quantitatives et qualitatives, c'est autre chose. Okay? Et à chaque étape, on peut croiser les deux. Ça n'a pas d'importance. Mais l'important, c'est que vous ayez une idée claire de ce que vous faites. Okay? Donc, en architecture, quelles données? Alors là, donc, j'ai fait toute cette première partie, désolée, peut-être elle était un peu lourde, mais c'était plus une partie théorique, méthodologique, comme je vous disais, pour restructurer et simplifier un peu les différents courants de pensée et les différentes méthodes. Et ici, c'est l'exemple. Quelles données? Alors, j'ai choisi exprès de vous montrer quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas, parce que, alors, il y a Ogoya qui dit, désolé, c'est un peu long, mais je vais le lire parce que c'est important. Depuis la Renaissance, à l'instar des autres savoirs raisonnés, l'architecture est sous l'emprise majeure du visuel. Voir va de soi. Du plan à la maquette, du dessin au chantier, la production des formes édifiées dépend de la vision. S'interroger sur la nature d'une forme non visible, suivre la logique de l'audition ou de l'olfaction pour décrire un territoire habité, se demander à quoi ressemble une composition paysagère thermique, olfactive ou aérodynamique. Rien de plus scientifiquement légitime, mais rien de plus inquiétant pour les certitudes de la pensée architecturale et urbaine. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'en architecture, on a des données, différents types de données, des données complexes, des données hétérogènes, qualitatives et quantitatives, mais la première appréhension de ces données passe par le regard, par la vue. Hein. Ça, c'est la première chose. Mais ça ne veut pas dire que les autres n'existent pas. Donc, l'exemple, c'est on a des données spatiales perçues, okay, des données visuelles, et là, ça veut dire qu'on adopte le point de vue du récepteur. Et on a la représentation de ces données sur divers supports, et là, on a le point de vue du concepteur, que ce soit avant ou après, c'est-à-dire avant pour construire, par exemple, un bâtiment, et après pour pouvoir intervenir dessus, etc. Voilà. Donc, on va voir pour ces deux types de données, je vais essayer d'expliquer comment on est dans l'objectivité ou dans la subjectivité, et en réalité, je vais vous illustrer à travers ces exemples la distance et l'engagement, hein, les deux concepts dont on parlait tout à l'heure. Alors, ici, pardon, je vais un peu trop vite. Ici, vous avez les données perçues, mais les données perçues renferment en elles toute une histoire. Elles sont le produit de la société qui les a construites, qui les a créées et qui nous les a transmises. Et chaque élément, un bâtiment ou une place, une rue, etc., constitue un champ perceptif continu. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé de Gordon Callen. Il dit qu'il y a des saccades d'images. Nous, quand on se promène dans la ville, on a un champ perceptif qui est continu. Il n'y a pas d'interruption. D'accord ? Mais par contre, même dans ce champ continu, il n'y a pas encore de
sens. Hein. Si on s'arrête au premier niveau de la perception, on perçoit des données, ce qu'on appelle des données, des ontologies spatiales, c'est-à-dire ce sont les caractéristiques même de l'objet. On est vraiment au début du phénomène de la perception, de la phénoménologie de la perception. Alors, je ne veux pas vous faire tout un truc sur la sémiotique, mais je vous ai dit que mon approche est sémiotique. On est là sur le plan de l'expression. C'est-à-dire, vous savez, en sémiotique, il y a, selon des Saussure, il y a le plan de l'expression, ou selon Hjelmself, il y a le plan de l'expression et le plan du contenu. Le plan de l'expression, c'est ce qu'on voit, d'accord? Et le plan du contenu, c'est ce à quoi la manifestation visible renvoie, c'est-à-dire la signification, le sens. Sauf que moi, je fais une distinction encore un peu plus fine, c'est-à-dire que sur le plan de l'expression, il y a quand même une reconnaissance immédiate. Vous reconnaissez, c'est un bâtiment, c'est une église, c'est une rue, c'est un obélisque, c'est une activité, un commerce, etc. C'est ce que j'appelle des significations conventionnelles. Il y a une différence entre signification et sens. La signification, c'est quelque chose qui est partagé par un certain groupe qui partage les mêmes valeurs, les mêmes codes socioculturels et qui reconnaît donc des formes, mais sans les interpréter. On n'est pas encore dans l'interprétation. Au moment où il y a de l'interprétation, là, ça devient du sens. Hein. C'est un peu comme aussi parler de données, parce qu'il faut être aussi précis. Hein. La donnée, si on dit donnée, la donnée, c'est la donnée brute, c'est-à-dire c'est l'élément qui n'a aucun sens, qui n'a aucune signification. Après, c'est au moment où cette donnée est chargée de sens qu'elle devient une information, c'est-à-dire qu'elle devient une information utile pour celui qui l'utilise. Mais utile, ça veut dire que c'est celui qui va l'utiliser qui lui donne du sens. Et donc la question est-ce que la donnée peut donc être objective? La donnée peut être, mais elle n'est plus du moment où elle est utilisée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on revient à ce problème. Pour moi, c'est impossible de garder de la distance. On est toujours dans l'engagement du moment où on récupère des données auxquelles on donne un sens particulier qui est le nôtre. Alors ici, un petit jeu, parce que sinon vous allez vous ennuyer. Vous êtes architecte. Est-ce que vous pouvez me classer par ordre chronologique ces bâtiments? C'est un petit jeu rapide à faire, sans trop réfléchir. Alors, on met quoi en premier? Le premier à gauche. Oui. Église romane, Saint-Étienne de Nevers. En bas à droite. Voilà, Notre-Dame, donc Moyen-Âge. Après Versailles. Versailles, baroque. Haussmann. Haussmann. Après, donc 1870 à peu près. Après, il y a Flatiron Building à New York, donc période de gratte-ciel, etc. Après, 1933, Villa Savoie. Après, les années 50, l'unité d'habitation. Et puis enfin, le Millennium Dome de Greenwich. Voilà. Donc, pourquoi ou comment vous avez fait pour reconnaître et classer? C'est-à-dire que toutes ces opérations qui vous semblent automatiques, hein, en réalité, vous avez fait appel à votre répertoire, à vos connaissances, à votre expérience, qu'elle soit directe ou indirecte de ces bâtiments, vous l'avez capitalisé et vous avez reconnu ces bâtiments. C'est ce que j'appelle des significations conventionnelles, c'est-à-dire vous les partagez parce que vous partagez la même culture en tant qu'architecte, etc. Mais il n'y a pas de l'affectif là-dedans, il n'y a pas de l'interprétation, c'est une reconnaissance. Voyez? Si on continue comme ça, pareil, ici, c'est pas une question de temps, c'est plutôt une question d'espace, parce qu'il y a des codes qui sont reconnaissables dans le temps, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est une évolution du langage architectural dans le temps, mais c'est aussi dans l'espace. On est en Asie, en Provence, au Maroc, au Maghreb et en Afrique noire. Donc, il y a des caractères, des ontologies aussi spatiales qui appartiennent à des zones géographiques différentes et qui nous permettent de reconnaître aussi, même si on n'a pas fait l'expérience directe,
mais par nos connaissances en direct, parce qu'on a entendu ce qu'on a lu, on a étudié, etc., ou aussi par nos voyages, nous permet de vérifier. Donc ça, c'est ce que j'appelle, ça, ce sont des données. On ne les a pas encore interprétées, elles ne nous sont pas utiles, en tout cas pas en ce moment, d'accord? Mais on les reconnaît. Donc il y a quand même une partie de subjectivité, parce que vous faites quand même appel à vos a priori, à votre bagage personnel pour les reconnaître. C'est pas complètement neutre, vous voyez? Donc, mais si après, on considère par exemple, considérons le quartier. Alors déjà, bon, les limites du quartier, loin de correspondre à un périmètre administratif conventionnel, correspondent aux limites subjectives de l'espace vécu. C'est-à-dire que on dit quartier d'un point de vue administratif, le quartier, on sait, il a des limites, etc. Mais d'un point de vue de l'usager, de votre point de vue, vous dites, vous habitez quelque part, vous dites, c'est mon quartier. Peut-être qu'il y a la limite administrative de deux quartiers. En réalité, le quartier pour vous, c'est l'espace vécu. C'est celui qui vous est familier, et donc les limites sont très perméables. Elles vont changer par rapport à la manière dont vous utilisez l'espace. Et cette manière n'est pas figée. Elle va évoluer, elle va changer, parce que peut-être qu'il y a un nouveau besoin, une nouvelle attente, etc. Et donc, ça va modifier votre point de vue. Alors, il y a Yangel qui écrit un livre, Life Between Buildings, dans lequel il parle des activités qu'on a dans une ville, des activités nécessaires, par exemple aller à l'école, aller au travail, faire les courses, attendre le bus. Puis il y a des activités optionnelles, se promener, courir, s'asseoir sur un banc, etc. Et puis les activités sociales, c'est-à-dire les rencontres, les conversations qui naissent, qui se produisent spontanément lorsque des personnes traversent ou s'arrêtent dans un même espace. Et alors, c'est pourquoi parler de ces activités? Parce que la ville, c'est quelque chose que vous vivez et dans laquelle se déroulent les activités humaines, que Gell distingue en trois types. Mais quel que soit le type d'activité, vous donnez, vous attribuez une valeur à l'espace par rapport au type d'activité que vous allez faire dans cet espace. Okay? Et c'est cette valeur que vous allez lui donner qui va donner du sens. Parce que après il y aura une correspondance ou pas de l'espace par rapport à l'activité que vous voulez dérouler. Je ne sais pas si... Et donc l'espace acquiert un sens qui n'est jamais figé, et ça c'est important parce que comme je vous disais, ça évolue avec vous, à partir aussi de l'expérience que vous en faites. Vous avez entendu parler de l'habitus de Bourdieu, voilà. Donc c'est une attitude à, mais cette attitude on l'acquiert à travers l'expérience et la capitalisation de l'expérience, et aussi je pense en intégrant ce que Joss appelle l'horizon d'attente, c'est-à-dire qu'on a des attentes et qui vont alimenter la manière de se comporter, mon attitude dans un espace. Par exemple, de manière toute simple, si je suis dans une petite ruelle et puis tout au bout de la ruelle, je vois beaucoup de lumière naturelle, quelle est mon attente? J'attends de voir un espace ouvert, une place, une ouverture. Ou par exemple, parce qu'on est toujours dans la phénoménologie de la perception, là c'est le sens de la vue qui est utilisé, mais ça peut être aussi l'odorat. Je me promène, je sens l'odeur du pain frais, je m'attends à voir une boulangerie. Vous voyez, en réalité, c'est la perception de l'espace, de ces caractères de l'espace qui permet d'avoir des attentes et puis de me comporter, en tout cas d'agir, d'influencer, d'impacter mes actions. Donc, je vous disais, d'un côté, on a vu, il y a des significations conventionnelles, mais de l'autre côté, c'est le signifiant de chaussure. Vous savez, les deux côtés, les deux aspects d'une même feuille de papier, comme disait les chaussures. Chaque objet, on voit sa matérialité, mais derrière la matérialité, il y a aussi une signification. Et les deux aspects sont indissociables.
Et donc, on a le plan de l'expression, le signifiant, et le plan du contenu, c'est le signifié, c'est la partie immergée de l'iceberg. Et là, effectivement, c'est au moment où on s'approprie quelque chose, on va l'interpréter, qu'on donnera, on attribuera un sens individuel ou partagé. Et alors moi je travaille vraiment sur l'articulation entre ces deux plans, c'est ce qu'on appelle la sémiosis. La sémiosis, c'est vraiment le passage du plan du contenu au plan du plan de l'expression au plan du contenu, c'est-à-dire de la manifestation de l'objet, du phénomène, à la construction du sens de ce même objet. Alors, juste pour terminer avec quelques images, et donc, oui, le passage entre les deux plans est garanti par l'expérience sensible, on en parlait tout à l'heure, l'expérience sensible de l'espace. Je fais l'expérience de l'espace et donc pour moi l'espace acquiert un sens. Et donc les données qui étaient des données objectives, qui étaient des données ontologiques, des ontologies, deviennent des informations par rapport à ce que je veux faire de cet espace. Ça va? Voilà. Ici, par exemple, la Bastille. Alors, les données dont on parlait tout à l'heure, c'est pas parce qu'il y a une utilisation individuelle et au moment T que ces données deviennent informations. Elles peuvent devenir informations pour un groupe grâce aussi à la mémoire collective dont parle Holbach. Et il y a Aldo Rossi, peut-être que vous connaissez, qui a écrit l'architecture de la ville. Non, en français, c'est quoi? L'architecture de la cité, peut-être, traduit en français. Et qui écrit, ce livre est magnifique, lisez-le, parce qu'il est vraiment, même s'il est vieux comme livre, mais je trouve qu'il est encore d'une grande actualité. Et il décrit justement le pouvoir de l'architecture et il parle aussi de la Bastille. Il dit finalement pourquoi ils ont détruit la Bastille lors de la Révolution française, parce qu'ils ont détruit un symbole qui était le symbole du pouvoir, c'était une prison, et donc ils l'ont détruite. Alors sur ce plan que j'ai pris sur internet, vous avez le plan de l'ancienne fortification de la Bastille qui est superposé comme un calque sur le plan actuel de la ville. Et puis on voit que sur le dur, sur le sol, il reste quand même des traces des anciennes tours, des anciennes tourelles. Donc c'est un peu une mémoire, hein, la mémoire de l'absence, mais c'est une mémoire. Mais quand on parle de Bastille, tout le monde sait de quoi on parle. Il y a une mémoire collective, même si on n'en a pas fait l'expérience directe. Donc je voulais vous montrer ça parce que c'est important de comprendre qu'on peut avoir une expérience de l'espace qui n'est pas forcément une expérience physique au moment T, ça peut être une expérience liée à la mémoire, une mémoire qui peut être individuelle ou collective et même partagée. Et pour parler de mémoire, justement, là vous avez le World Trade Center à New York, à Manhattan. Les deux tours ont été détruites. Je ne sais pas si vous connaissez le projet qui a été réalisé il y a quelques années. Et le projet, voilà, vous le voyez à droite, finalement, à la place de reconstruire des superstructures, donc d'élever vers le haut les deux tours, ils ont décidé de construire en infrastructure, c'est-à-dire de créer un vide et donc de signifier par l'absence, hein, parce que c'est le manque, c'est l'absence de la destruction. Donc ça peut être aussi une mémoire qui n'est pas liée à des éléments tangibles. Ce que je veux dire par là, c'est que l'expérience d'un lieu, ou d'un site, ou d'un événement, n'est pas forcément liée à la matérialité de celui-ci. Peut être liée aussi à un événement qui a fait que ce lieu est devenu un lieu connu, etc. et que renvoie des émotions, renvoie des significations, parce qu'il s'est produit quelque chose. Hein, ça, c'est l'exemple. Ou encore, pour terminer, on va vraiment vers la fin là, vous avez ici une vue aérienne de Sienne, qui est une ville en Italie. Moi, je ne sais pas si vous l'avez visité, moi je trouve que c'est une des plus belles villes que j'ai jamais vues. En tout cas, la place elle est magnifique, c'est la place del Palio, qui a une forme en éventail et qui est recouverte de briques. Donc vous avez cette couleur qui est très chaude, très intime aussi.
Et alors, ce qui m'a intéressé de vous montrer, parce que maintenant on va faire aussi le lien avec les nouvelles technologies. Jusqu'à maintenant, on a toujours découvert les espaces et l'architecture à travers la promenade, c'est-à-dire à travers la flânerie. Hein. On allait chercher les bâtiments les plus importants, ce qui nous parlait, ou on regardait sur le plan, etc. Et puis on allait chercher, on passe par le centre, etc. Or, si on utilise un GPS pour aller du point A au point B, parce qu'on ne connaît pas la ville, le GPS, il va faire quoi? Il va faire un calcul mathématique et il va nous donner l'itinéraire le plus court. Mais cet itinéraire, vous voyez, au lieu de passer le bleu, c'est un itinéraire qui est choisi par un promeneur, le GPS, il va nous donner l'itinéraire le plus court, le jaune. Et donc, ça va nous priver de voir, de découvrir des choses. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que les données sont toujours les mêmes, les ontologies sont toujours là, mais vous voyez, par rapport à l'expérience que vous faites de l'espace, vous aurez une perception qui est différente. Et cette perception peut être augmentée ou réduite, diminuée par les nouveaux outils technologiques. Hein. C'est pour ça que j'ai pris un peu cet exemple, c'était un peu une métaphore. Ou encore, on peut augmenter, comme je vous disais, la réalité à travers, voilà, des éléments de réalité augmentée, mais finalement c'est toujours utilisé à l'utilisation, c'est toujours lié, pardon, à l'utilisation qu'on veut faire, à l'objectif qu'on a d'utilisation de ou dans l'espace. Alors, on a parlé de l'espace de la ville, mais on peut exactement faire le même raisonnement au niveau de l'habitat, de la maison, c'est-à-dire que là, pareil, vous avez des données qui peuvent être qualitatives ou quantitatives, et que vous pouvez recueillir de manière quantitative ou encore qualitative. Par exemple, pour une réhabilitation thermique de l'habitat, vous pouvez très bien mettre des capteurs, donc là on est science exacte, on met des capteurs, on va relever la température, l'hygrométrie, etc. Tous ces éléments-là, c'est des données objectives, factuelles. Mais on peut aussi compléter, parce que moi je pense que les deux doivent toujours se compléter, avec des données plus subjectives, plus qualitatives, avec des entretiens avec les occupants, et demander qu'est-ce qu'ils en pensent, quelle est leur sensation de confort, parce qu'il y a une différence entre le confort réglementaire et la perception du confort qui n'est pas forcément la même que les 19 degrés de la réglementation. Voyez, donc voilà. Donc l'analyse qualitative peut permettre de mieux expliquer ce qui se passe en quantitatif. Pardon. Et là, on a parlé du point de vue du récepteur, mais on peut aussi avoir le même discours du point de vue du concepteur. Donc très rapidement, ici, on revient au plan de la ville. Bah, finalement, cette ville, comment elle peut être analysée en termes de, vous voyez, de layers, de plans thématiques, de cartes thématiques. Chaque carte va répondre à un objectif. On est toujours sur quelles sont ou quelles seront les données utiles et à qui. Et selon l'acteur, bah, c'est lui qui va choisir le plan, en tout cas la carte qui lui servira pour ses analyses, pour, etc. Donc là, on a encore une fois les données quantitatives qui permettent de représenter un territoire. Ces données peuvent être représentées de différentes manières, raster, vectorielles, et puis celles du monde réel, peuvent être des données ponctuelles, surfaciques, linéaires, etc. Ça montre qu'il y a toute une hétérogénéité, même dans la représentation et dans la manière de vouloir représenter les données. Comment on passe des données aux informations urbaines? Ben, c'est un peu le discours qu'on faisait tout à l'heure, c'est-à-dire vous avez sur chaque plan, vous avez des données, et jusqu'à quand le plan il reste là sur la table, ce sont des données. Mais au moment où vous le prenez pour l'utiliser et vous en faites quelque chose, là ça devient des informations. Sauf que quand vous avez des informations, elles ne seront pas forcément interprétées, ou en tout cas interprétées de la même manière par celui qui va les lire, par celui qui va les écrire et par celui à qui on va les donner. Donc il y a différents acteurs dans l'histoire et chacun a ses objectifs, chacun a sa sensibilité, ses a priori, etc.
Autre chose souvent on néglige, mais je trouve que c'est super important, c'est que les données peuvent être aussi des données historiques qui représentent une évolution dans l'histoire. D'accord? Donc, je vous en prie, on va partir. Non, c'est pas un problème. Au revoir. Donc, c'est des données qui sont représentées, qui juxtaposent par des photographies à un moment T différentes situations dans le temps, d'accord? Mais en réalité, ce n'est pas des données dynamiques, elles restent statiques, c'est-à-dire que vous avez des photos à chaque instant et vous les juxtaposez et alors là ça reste des données historiques. Par contre, au moment où vous allez les juxtaposer pour voir quelle a été l'évolution de la ville, par exemple, voilà comment elle s'est allée, etc. Là, ça devient des informations parce que ça permet d'évaluer comment la ville a évolué, dans quel sens, et ça permet aussi de faire des analyses projectives, on peut dire comme ça, c'est-à-dire de voir quelle peut être l'évolution future de la ville, dans quel sens, etc. Mais aujourd'hui, avec les outils numériques, on est de plus en plus sur des données qui sont dynamiques, et non seulement dynamiques, mais aussi interactives. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez Google Maps, il construit votre trajet, votre itinéraire de manière instantanée, et il le modifie. Si vous prenez une autre rue, il va le modifier, il va s'adapter. Donc il y a non seulement l'interactivité, parce qu'en réalité vous interagissez via un médium, via un dispositif avec les données, vous les manipulez quelque part, donc vous les modifiez, et donc vous voyez la relation à la donnée et la relation à travers la donnée entre récepteur et concepteur change, parce que du coup le récepteur il devient entre guillemets un peu concepteur. Peut-être c'est pas l'exemple le plus parlant, mais voilà, c'était un peu pour vous montrer. Après, il y a des plans interactifs et tout ça. Donc il y a l'interaction, les blogs, les trucs qui sont alimentés par les internautes. Voilà. Donc pour conclure ce que je vous ai dit, moi je tenais à vous montrer ça. Les données visuelles, pardon. Je vous ai montré, si on considère ces données visuelles, on peut avoir le point de vue du récepteur, ce sont les données perçues, et on peut avoir le point de vue du concepteur, ce sont les données représentées. D'accord? Mais, d'un côté, les données perçues correspondent, en tout cas, permettent à l'individu qui perçoit ces données de se construire sa propre image de la ville, une image mentale. Mais aussi les données représentées donnent une image de la ville, qui est une image figée ou dynamique ou interactive, on vient de le voir. Peu importe, c'est une représentation. Pour l'image mentale, donc, vous avez les données perçues, le sens, donc le champ sémantique le sens que l'individu attribue aux formes perçues grâce à l'expérience qu'il a de l'espace. C'est tout ce qu'on a vu précédemment. Mais toute cette expérience et l'image que l'individu se forge de sa ville, de son espace, va impacter ses actions. Et avec toutes les données dynamiques et l'interactivité plutôt qu'on a vu, vous voyez que finalement le récepteur perçoit non seulement les données ontologiques de la ville à travers son expérience, mais il perçoit aussi, et donc il fait aussi l'expérience des représentations elles-mêmes à travers cette interactivité. Et donc le rapport finalement entre les deux, l'image de la ville, l'image mentale, s'efface, et le récepteur et le concepteur travaillent ou manipulent les deux les données visuelles. Et donc du coup, on est sur un autre registre, c'est celui de la co-construction des données. Aujourd'hui, on parle beaucoup de design, de co-design, et je pense, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est le principe auquel on arrive à partir de tout ce que je vous disais, et en particulier le BIM, le Building Information Modeling, permet effectivement de mettre en relation tous les acteurs aux différentes phases du projet, et donc justement de co-construire le projet et co-construire les données. Voilà. Je vous remercie.